Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation en ce qui concerne le stretch de nos images en astrophotographie. Sur cette image d'ouverture, vous avez ma galaxie Andromède M31 qui est étirée de façon linéaire dans l'axe des abscisses, ce qui ne correspond pas vraiment à la même théorie qu'il y a derrière le stretch de nos images d'astrophotographie. En fait, par définition, le stretch est le mot anglophone, plus court, plus facile à prononcer que la vraie définition, qui est en fait un étirement non linéaire des niveaux de luminance de l'histogramme de notre image. En fait, ce que ça fait, il y aura une compression des hautes lumières de l'image, une amplification des basses lumières en conservant le plus de contraste possible. Il ne s'agit pas simplement d'un étalement de l'histogramme, mais d'une déformation de cet histogramme. Elle le transforme. Les faibles valeurs sont amplifiées fortement, telles que les nébulosités, les flux interstellaires, les bras de galaxies. Les fortes valeurs sont compressées pour éviter de trop illuminer nos étoiles ou les centres de galaxies ou un centre de nébuleuse comme M42. Les tons moyens sont redistribués. Alors, juste une petite image pour vous démontrer de quoi il s'agit. Vous avez ici une échelle des luminosités à départ de 0 pour le noir absolu jusqu'à 1 pour la clarté totale. Et vous avez juste à côté l'histogramme de cette échelle de luminosité, un histogramme qui n'a pas été touché, qui présente dans les valeurs entrantes et dans les valeurs sortantes les mêmes calibrations. Vous avez une droite en diagonale qui passe d'un extrême à l'autre pour démontrer que l'équilibre est parfait entre les différentes valeurs de luminosité. Juste à côté, lorsque nous avons appliqué un stretch, c'est-à-dire la courbe de Midtone Transfer Function, la MTF, c'est cette courbe ici qui est déformée parce que nous avons déplacé le curseur des tons moyens. Alors, on voit qu'en déplaçant ce curseur, l'image de sortie de l'histogramme est différente. Nous avons une compression du côté des hautes lumières et un étalement du côté des basses lumières, ce qui se reflète par un changement dans les luminosités des différentes composantes de cette échelle de luminosité. Le stretch, ce n'est pas une augmentation du signal sur bruit, mais il augmente le contraste local. Nous avons une apparence perceptuelle d'un SNR élevé. Ce n'est pas une création de signal. Le signal, il est déjà inscrit depuis notre capteur CCD ou CMOS de notre caméra. Ce n'est pas une simple amplification de la luminosité, de la brillance de nos objets, mais une redistribution de ces échelles de luminosité. C'est une redistribution qui est perceptuelle de la dynamique des niveaux de luminance. Alors, avant le stretch, vous avez l'histogramme de notre image en astrophotographie qui est presque complètement constitué du fond du ciel. Il est complètement distribué à gauche dans l'histogramme. Et vous avez les nébuleuses qui sont noyées le long de l'échelle de luminosité. Et après avoir appliqué notre stretch, nous avons une distribution de l'histogramme. Les étoiles sont moins dominantes et la nébuleuse devient visible. Vous avez la balance du point blanc et du point noir. Alors, le white point en anglais, qui se trouve complètement du côté droit dans l'histogramme, à ce niveau ici. Le white point coupe les hautes lumières, peut écraser les étoiles, sature la dynamique. Le black point, de son côté, il coupe les basses lumières, augmente le contraste global, tronque parfois la dynamique lorsqu'il est trop poussé vers la droite. Il est important de comprendre que le stretch ou l'étirement non linéaire de notre histogramme est certainement le point le plus crucial du traitement de nos images d'astrophotographie. Comment choisir? En fait, la présentation actuelle va faire une révision
de plusieurs approches de stretch de nos images. Nous allons les comparer et ensuite essayer d'évaluer dans quelles circonstances l'application d'un de ces processus est mieux que l'application d'un autre processus. Alors, vous avez beaucoup de choix parmi les techniques de stretch à utiliser. Nous allons les réviser dans la présentation actuelle. L'objectif ou les objectifs du stretch, c'est de révéler le faible signal. En fait, augmenter les tons moyens sans écraser les noirs et accentuer le contraste. Par exemple, pour bien voir nos bras spiralés, les nébulosités faibles ou les flux interstellaires que l'on voit sur certaines images. On dirait qu'il s'agit d'une dynamique importante qui nous permet de faire la distinction entre les signaux réels les plus faibles et l'arrière-plan, ainsi que le bruit de fond. Un autre objectif du stretch, c'est de protéger les zones lumineuses, conserver la dynamique interne en évitant la perte des structures, le clipping, comme par exemple le déplacement du point blanc sur l'histogramme va faire en sorte que tout ce qui se trouve à droite du déplacement de ce curseur va prendre une valeur de 1 ou une saturation totale des hautes lumières, de telle sorte que si on ne fait pas attention, nos étoiles, les centres de galaxies vont devenir complètement saturés de blanc et on perd tout détail de ce que nous avons capté avec notre caméra. On veut maintenir un fond de ciel propre et d'aspect naturel, préserver le plus possible les couleurs et contrôler le bruit, éviter que les structures deviennent granulaires, surtout en arrière-plan. Alors, le stretch LRGB versus bande étroite. En RGB, on suggère la combinaison des 3 canaux avant de faire le stretch, parce que RG et B captent le même continuum stellaire, un spectre qui est continu. Alors, le ratio rouge, vert et bleu reste cohérent. Le bruit chromatique est mieux maîtrisé. En bande étroite, les SHO, HSO, HOO. Alors, on suggère souvent de faire le stretch séparément. On capte des restes spectrales qui sont isolés en bande étroite. Alors, souvent, le H-alpha domine, le O3 capte certaines zones, S2 est plus faible. La corrélation entre les canaux est faible. On égalise alors les dynamiques avant de les combiner ensemble. Ce que j'explique ici n'est pas nécessairement une notion absolue. Vous allez voir dans plusieurs tutoriaux, on fait la combinaison des bandes étroites avant de faire le stretch, mais dans mes lectures, on recommandait de préférence de faire les stretches séparément et de les combiner par la suite. Il y a un prérequis avant de faire le stretch de nos images. On passe tout d'abord notre image, le plus souvent maintenant dans PixInsight WBPP, qui fait la calibration de nos images avec les flats, avec les dark frames, les dark flats, les bias. On fait l'alignement, la neutralisation pour équilibrer la luminosité de nos images entre elles, car souvent nos images proviennent même de plusieurs soirées. La Lune peut avoir une intensité différente d'une soirée à l'autre. On peut avoir, supposons aussi à l'ouest, plus de pollution lumineuse qu'à l'est. Alors, la luminosité de base de chacune de nos images est différente et la neutralisation permet de faire l'égalisation de ces luminosités. On fait ensuite l'empinement, le plate solve et le cropping de notre image. Tout peut se faire dans WBPP. Il est important de corriger le gradient de nos images résultantes. Juste la correction du gradient pourrait faire l'objet d'une présentation assez détaillée, comme on le fait actuellement avec le stretch. On fait l'équilibre des couleurs entre nos images rouge, bleu et vert. La correction des artefacts, s'il y en a. On applique ensuite le blur exterminator, le noise exterminator et parfois le star exterminator
avant de faire le stretch de nos images. Remarquez que le Blur Exterminator, il est essentiel de le faire avant, car il se base sur la luminosité originale de nos étoiles. Alors, si on fait un stretch et qu'on modifie cette dynamique de nos étoiles, le Blur Exterminator n'aura pas un travail aussi efficace et même peut donner des artefacts erronés. Le Noise Exterminator, on l'utilise souvent avant le stretch, mais on peut le réutiliser plus tard dans les procédures de correction de nos images. Les étoiles dans le stretch. Alors, est-ce qu'on fait le stretch avec ou sans étoiles? Dans une image grand champ, souvent, les étoiles versus les petites nébuleuses, supposons dans une galaxie, sont de taille identique. Star Exterminator peut ne pas faire la différence. Et en retirant nos étoiles, on peut retirer des nébuleuses qui font partie intégrante de notre galaxie que l'on aurait bien aimé conserver. Avec les appareils, nos télescopes longue focale, les étoiles sont plus faciles à distinguer, elles sont souvent plus grosses et sont plus faciles à traiter avec Star Exterminator qui fait un meilleur travail. Et on peut extraire les étoiles et travailler en starless ou sans étoiles pour faire le stretch de nos images. Alors, avec les étoiles, il est important aussi de savoir que si le stretch ou le white point pousse en RGB pour tout ce qui est amené à 1, les étoiles deviennent blanches, perdent leur relief. Alors, il y a plusieurs stratégies avec les étoiles. On peut faire avec les étoiles le traitement de notre image, mais faire des stretches qui sont progressifs. Au lieu de faire un grand stretch en une séance, on applique plusieurs petits stretches progressifs. Évitez de trop déplacer le white point vers la gauche, comme nous avons expliqué à l'image précédente. On peut utiliser des masques d'étoiles. Après le traitement de nos images avec étoiles, nous pouvons augmenter la saturation des couleurs des étoiles, comme par exemple avec le traitement du procédé de Curves Transformation. Dans GHS et MAS, nous appliquons plusieurs petits midtones et on peut protéger les hautes lumières. Nous allons revenir sur ces notions plus loin. Les masques avec le stretch. Est-ce que c'est essentiel? Plus ou moins, mais souvent très utile. Ils servent principalement à protéger les étoiles, éviter leur saturation ou leur gonflement lors du passage en non linéaire, préserver le fond du ciel, limiter la montée du bruit pendant l'étirement avec un masque du fond du ciel, cibler des structures spécifiques telles que des nébulosités, des galaxies, des ondes plus faibles sans affecter le reste, maintenir un équilibre dynamique, éviter les hautes lumières brûlées et conserver les détails faibles. En pratique, on utilise souvent des masques de luminance pour protéger les hautes lumières. On peut utiliser aussi des masques d'étoiles pour contrôler ces dernières. Nous avons des scripts Range Mask Games qui peuvent agir sur des plages de signaux précis. L'idée clé avec le masque, c'est qu'il permet de stretcher plus agressivement là où c'est utile tout en protégeant ce qui ne doit pas bouger. C'est seulement ici une image montrant l'utilisation de masques. Comme ici, j'ai le script Game qui nous permet de sélectionner une partie de l'image comme pour couvrir une galaxie, de faire un masque de gradient. Ensuite, le masque peut être modifié par convolution pour le rendre plus flou, diminuant ainsi les rebords du masque et éviter des tranches ou des sauts trop élevés de luminosité et de contraste qui pourraient paraître beaucoup sur l'image. Mais maintenant, avant d'aborder les différentes méthodes de stretch, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de recette unique pour tout faire. La réussite ne s'obtient pas en un clic. Une seule et même recette pour toutes les sauces n'existe pas. Cette image est une représentation fictive de ce que représente le stretch de nos images quand on voudrait avoir une recette toute préparée, surtout lorsqu'on débute dans le domaine. Alors, nous allons faire la comparaison de 6 méthodes de stretch. On les voit ici à l'écran. Au lieu de les énumérer, je vais passer directement à la première, qui est l'histogramme transformation.
Alors, la transformation par l'histogramme, c'est comme un pilier. C'est la base dans le stretch. C'est la méthode qu'on utilise depuis très longtemps. On peut le combiner avec le STF, qui est le Screen Transfer Function, parce que le STF nous permet de stretcher à l'écran notre image sans modifier les paramètres de celle-ci, mais on peut transférer l'information du STF par le petit triangle ici sur la base de l'histogramme transformation et les données de l'STF sont à ce moment-là transférées à notre histogramme transformation qu'on applique ensuite sur l'image. On peut aussi travailler directement sur l'histogramme transformation, modifier le midpoint, les tons moyens, modifier notre point noir et notre point blanc à notre guise. Alors, il est souvent combiné avec le STF. Il sert d'étalon pour la délinéarisation de l'histogramme. Dans ses caractéristiques, on peut faire un ajustement du point noir et du point blanc manuellement. On contrôle également les tons moyens par la fonction gamma. Étirement progressif en plusieurs passes. Comme dit précédemment, il n'est pas obligatoire de faire l'étirement non linéaire de notre histogramme de nos images en une seule passe. On peut le faire en plusieurs petites passes, ce qui aide mieux à séparer les structures entre elles. C'est un mode linéaire de visualisation. Les faibles et les fortes intensités sont étirées de manière identique. Alors, dans les points forts, il fait un contrôle précis et direct, ajustement indépendant du black point, du midtone et du white point. Il a une grande flexibilité. C'est un stretch qui est progressif, pouvant être fait en plusieurs étapes. Préservation des couleurs, s'il est bien utilisé et pas trop poussé, surtout en mode RGBK. Il est compatible avec l'utilisation des masques. Il permet de protéger les étoiles ou le fond du ciel pendant l'étirement, ce qui conserve bien la dynamique de notre image. Dans ses points faibles, c'est un processus qui est global. Il est non adaptatif. Il n'adapte pas le stretch localement comme le ferait MAS, qui est le Multiscale Adaptive Stretch, que nous allons voir un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on entend par adaptatif? En fait, une procédure de stretch adaptative, c'est une procédure qui va avoir une influence différente sur une pixel X en fonction de son environnement. Prenons une pixel X qui a une valeur donnée. Alors, dans un processus adaptatif, cette pixel X, lors de la transformation, n'obtiendra pas la même intensité de valeur s'il est entouré, supposons, d'une région très lumineuse par rapport à une région plus sombre. Alors que dans un processus non adaptatif ou global, chaque pixel se voit modifier et attribuer la même valeur par rapport à sa pixel de départ, peu importe l'environnement qui l'entoure. Alors, avec le histogram transformation, on a aussi beaucoup des risques de clipping. Un mauvais réglage du black et du white point nous fait perdre de l'information. Il peut y avoir une amplification du bruit, surtout dans les basses lumières ou l'arrière-plan. Il demande de l'expérience. Il est moins assisté, moins automatique que le mask stretch, le statistical stretch. Il est moins efficace sur des scènes à forte dynamique, comme des nébuleuses brillantes ou des structures faibles difficiles à équilibrer. La deuxième méthode de stretch que nous voyons, c'est le mask stretch. Il fait partie intégrante de PixInsight dans les procédés. Alors, le mask stretch, sa particularité, c'est qu'il a un masque intégré. On peut établir d'emblée une valeur d'arrière-plan que nous voulons obtenir sur notre image étirée. Il y a des curseurs à ajuster, mais tout de même très peu. Il fait plusieurs itérations. Alors, le mask stretch, c'est un étirement qui est itératif. Il applique plusieurs petites transformations au lieu d'un seul étirement. Il y a un masque dynamique interne qui protège les hautes lumières, comme les étoiles, les noyaux de galaxies pendant l'étirement. On a une préservation des couleurs des étoiles. Il évite leur saturation rapide. Contrôle du fond du ciel qui permet de fixer une valeur cible pour le background. C'est une approche qui est automatisée, moins manuelle que Histogram Transformation classique. En résumé, il est idéal pour garder des étoiles naturelles tout en révélant les faibles signaux
du ciel profond. Dans ses points forts, il préserve les hautes lumières automatiquement avec son masque intégré, protège naturellement alors les étoiles brillantes. C'est un stretch qui est progressif et contrôlé. Il réduit le risque de saturation brutale. Bon pour l'RGB, maintient mieux l'équilibre des couleurs lors du passage non linéaire. Plus sécuritaire pour débuter. On peut faire un pré-stretch et le combiner avec une autre méthode. Ici, le débuter, c'est pas nécessairement pour dire le débutant, mais c'est surtout pour dire que certaines images peuvent bénéficier de l'application de cette méthode d'étirement et on le combine ensuite avec d'autres méthodes plus sophistiquées. Dans les points forts, le mask stretch a moins de contrôle direct. Les paramètres sont limités comparés même à Histogram Transformation ou GFS ou MAS. Il peut aplatir le contraste. L'image parfois est un peu douce ou moins dynamique. Il est moins adapté aux images en bande étroite complexes. L'algorithme de protection agit sur la luminance et peu sur l'équilibre spectral. Les couleurs seront plus aplaties. C'est un processus qui est global, qui n'est pas local comme on l'aurait avec le Multiscale Adaptive Stretch. La troisième méthode de stretch, le Arcsyn Stretch, c'est une méthode plus mathématique. Il y a peu de curseurs à ajuster. On a un stretch factor qui est un peu intuitif, qui est moins direct que dans les autres procédures. Alors, c'est un étirement qui est basé sur une fonction mathématique de l'arc inverse du sinus hyperbolique. On ne va pas s'étaler sur les détails informatiques ici, je crois. Les faibles valeurs de pixels des ondes sombres sont étirées plus fortement que l'étirement des ondes lumineuses, rendant les détails faibles plus visibles. En fait, il renforce les faibles signaux, comme les nébuleuses ténues, tout en gardant les étoiles brillantes sous contrôle. Il est souvent également utilisé comme un pré-stretch, souvent en starless. Dans ses points forts, c'est un contrôle très doux de la dynamique. Il n'y a pas de clipping brutal. Il préserve les détails dans les hautes lumières, comme les étoiles ou les cœurs de galaxies. C'est une fonction qui est plus lisse. Il n'y a pas de transformation brutale dans l'image. Excellente base pour traitement ultérieur avec GHS ou MAS. Il y a une protection des couleurs en RGB. Dans ses points faibles, c'est un stretch qui est global, non adaptatif localement. Les paramètres sont parfois moins intuitifs et plus difficiles d'application. Il peut laisser les structures faibles peu visibles si l'image a un SNR faible. Il est moins efficace sur une image en bande étroite pour révéler des nébuleuses diffuses comparé à MAS. Le quatrième que j'utilise et que je démontre ici, c'est le Statistical Stretch de SETI Astro. Alors, c'est un script qui est extérieur à PixInsight, qu'on peut installer et qui est fortement compatible. Il est intéressant, le Statistical Stretch. Il y a quelques paramètres d'ajustement à faire qui, au départ, ne sont pas très évidents, mais qui sont bien expliqués dans les vidéos de tutoriaux de SETI Astro, Franklin Merrick. Alors, le Statistical Stretch, il fait l'analyse de la distribution statistique des valeurs de pixels, les valeurs médianes. Il fait la dynamique, il fait une courbe statistique avec des écarts types sur l'image. Il s'agit d'un stretch qui est adaptatif. Il peut y avoir une application sur une pixel qui va donner un résultat différent selon l'environnement dans lequel se retrouve cette pixel. Il détermine automatiquement les valeurs minimum et maximum et applique un stretch proportionnel à l'écart type du fond, du ciel et du signal. Il permet de révéler le signal faible tout en limitant le clipping des étoiles brillantes. Alors, ses points forts, c'est qu'il est automatique et rapide, peu de réglages nécessaires. Il a une bonne préservation du fond du ciel, réduit les ondes saturées, adaptatif aux images à forte dynamique,
Il ajuste le stretch selon l'histogramme réel, s'adapte localement aux variations de luminosité et de structure. Il est efficace pour les images à faible SNR. Point faible, moins de contrôle précis sur le mid-tone et les hautes lumières. Il peut aplatir légèrement les structures fines si l'écart type est faible, souvent avec des images à SNR faible. Si notre rapport signal-bruit est peu distinct, il est toujours plus difficile pour plusieurs de ces fonctions, que ce soit des processus ou des scripts, de bien faire l'étirement non linéaire de l'histogramme de notre image. Il est toujours préférable de travailler avec des images de bonne qualité au point de départ. Et dans les points faibles du Statistical Stretch de CTS3, il est non optimisé pour la mise en valeur locale comme nous l'avons dans le MAS. Il n'est pas idéal pour les SFO complexes. Il peut y avoir une amplification du bruit. C'est davantage une application ou un script qui est plus automatique. Maintenant, les deux derniers. GHS, Generalized Hyperbolic Stretch. Et le suivant, ce sera MAS, Multiscale Adaptive Stretch. Alors, le GHS, c'est dans nos meilleurs, les deux derniers. Il faut au départ une image de qualité avec un bon signal bruit. Alors, le GHS, il nous établit d'abord un point d'inflexion qu'on appelle le point de symétrie, qu'on applique au début sur notre histogramme qui correspond surtout au fond du ciel. Et nous avons des valeurs de stretch qu'on peut utiliser et calibrer par nous-mêmes avec des curseurs. Il y a plusieurs ajustements. Il faut vraiment voir les tutoriaux à cet effet. C'est en dehors du cadre actuel de ma présentation de parler de chacune des méthodes de stretch pour expliquer en fond et en comble comment ils fonctionnent. La présentation actuelle prend en ligne de compte que les gens ont déjà une certaine connaissance de PixInsight. Alors, le GHS, c'est une fonction mathématique hyperbolique généralisée qui compresse la dynamique lumineuse comme dans les images, surtout les images LRGB, qui sont dotées d'une grande dynamique lumineuse. La courbe, elle peut être modifiée en profondeur. Elle peut modifier la forme, la pente, la symétrie de la courbe. Ce n'est pas un étirement global uniforme, il est adaptatif perceptuel. C'est-à-dire que la transformation appliquée n'est pas identique pour tous les niveaux de signal. Il y a une fonction qu'on dit la Local Intensity qui permet de choisir où la transformation agit le plus fortement dans l'histogramme. Ajuste la force du stretch selon le contexte environnant. Rend le stretch adaptatif au contenu de l'image selon la luminosité environnante. C'est un stretch adaptatif perceptuel, ce qui est différent de MAS, qui agit vraiment directement sur les pixels pour changer leur valeur en fonction de leur environnement. Ici, l'adaptatif tient compte d'une grande dynamique de luminosité qui donne l'impression perceptuelle que la pixel de valeur X de départ n'a pas la même valeur selon l'environnement, s'il est surilluminé ou s'il est sombre, juste parce qu'il y a tellement de grandes dynamiques lumineuses que nous avons la perception que la valeur, qu'une pixel de valeur X de départ, selon son contexte, n'a pas la même valeur à la fin que la même pixel de valeur X de départ qui se trouve dans un autre environnement, seulement par la dynamique de luminosité et non pas par une transformation réelle ou un résultat réel sur la pixel de valeur X de départ, comme on l'a dans MAS. Il y a une asymétrie contrôlable de la courbe, une courbe mathématique douce et sans cassure. Alors, dans les points forts, GHS contrôle, il a un contrôle qui est extrêmement précis. On peut faire l'ajustement indépendant des ombres, des mid-tones, des hautes lumières. Il fait une compression dynamique plus fine que le MTF que nous avons dans le histogram transformation. Les transitions sont douces, préservent mieux les étoiles, excellent pour les scènes à forte dynamique lumineuse, comme on l'a dans les galaxies, dans certaines nébuleuses très contrastées et brillantes, supposons comme M42, une grande flexibilité
il peut y avoir la possibilité de faire plusieurs itérations, ce qui est même grandement recommandé. Point faible, courbe plus complexe à maîtriser, peut produire des artefacts si mal réglés, demande une bonne compréhension de l'histogramme. Autrement dit, il est plus complexe, mais beaucoup plus précis. Le Multiscale Adaptive Stretch, le MAS. Alors, il s'agit d'un autre script de PixInsight. Dans ce script, vous établissez une valeur d'arrière-plan que vous désirez obtenir. Vous avez la chance de mettre également une référence de l'arrière-plan. Vous déterminez à ce moment-là un calcul qui va être beaucoup plus précis pour l'arrière-plan si vous déterminez d'abord que la moyenne de l'arrière-plan va se faire sur une zone vraiment sans étoiles et sans structure, que si nous n'avions pas cette référence de background, la valeur moyenne de l'arrière-plan serait faite sur toute l'image, incluant la nébuleuse ou la galaxie. Maintenant, l'application du stretch se fait ici avec le aggressiveness. Cette fonction est un peu comme un déplacement du point noir et du midtone en même temps qui viennent comme faire étaler notre zone désirée d'expression, d'histogramme, mais il y a en plus des déplacements de midtone et de black point. Vous allez avoir un mode adaptatif qui tient compte des structures, qui tient compte de l'environnement des pixels. Le Dynamic Range Compression va permettre ensuite de contrôler la surillumination des zones claires et de nous permettre de retrouver dans ces régions claires, les étoiles, les cœurs de galaxies, par exemple, les détails des structures. Mais l'application de cette compression dynamique des hautes lumières amène parfois une perte de contraste que l'on peut récupérer par une autre fonction à ce niveau-ci qui agit selon les échelles de structure et vous avez même un curseur d'intensité d'application de ce redécouverte du contraste de notre image. Vous pouvez également saturer et travailler sur la saturation des couleurs. Je dirais, dans cette fonction-ci, n'abusez pas trop de la coloration. Vous pouvez le faire par la suite dans Curves ou dans les Color Calibration, pas Calibration, mais Color Saturation. On utilise également un Lightness Mask qui est très recommandé pour que l'application se fasse sur les hautes lumières et ne pas affecter les fonds du ciel. Alors, le MAS exerce une fonction mathématique et statistique par analyse multiscale des échelles spatiales. Il s'adapte localement au contenu du signal. Il décompose l'image en plusieurs échelles spatiales. Chaque structure ne reçoit pas le même stretch effectif. Les grandes, les moyennes et les petites structures sont traitées différemment selon leur échelle spatiale. MAS amplifie le contraste local. Il amplifie aussi parfois le bruit quand le bruit et le signal de la nébuleuse sont très rapprochés. Quand le bruit de fond est rapproché des faibles signaux de la nébuleuse, on fait de multiples applications itératives de MAS, ce qui va nous permettre de les distinguer davantage que si nous faisons une application unique et qui vient complètement écraser nos petites nébuleuses faibles qui tombent avec la même valeur que le bruit de fond. Alors, les points forts, c'est un stretch par adaptation locale multi-échelle. Chaque région de l'image est étirée différemment selon les structures autour. Il fait ressortir les structures faibles et renforce le signal spatial diffus comme les nébuleuses, les filaments et leur extension. Il est très efficace dans les images en bande étroite. Nous avons souvent une dynamique lumineuse moins dispersée, mais nous avons beaucoup de contraste et il s'agit d'images multi-échelles. Alors, on a, entre guillemets, un boost ou une augmentation du signal diffus avec une protection des hautes lumières, ce qui nous donne même une illusion d'avoir augmenté le SNR.
Il améliore le contraste local naturellement et parfois, on l'utilise suite à une légère application de GHS. En fait, on dit souvent GHS est meilleur en LRGB, MAS est meilleur dans les images à bande étroite, dans les nébuleuses à bande étroite, mais on fait souvent une combinaison des deux. Nous allons revenir sur le thème plus tard. Les points faibles avec MAS, il peut amplifier le bruit. Dans les zones sombres, le rapport signal-bruit est faible et difficile. Il est difficile de les distinguer pour MAS. Il peut monter les deux en même temps. La solution, on peut utiliser des masques, on peut faire des ajustements dans MAS et surtout faire plusieurs itérations successives. De faible intensité, le cumulatif va permettre de distinguer le rapport entre le signal bruit et les zones sombres de nos nébuleuses. L'effet est moins évident si nous avons un bon SNR de départ. Il peut créer un rendu artificiel s'il est trop poussé en exagérant les détails et le contraste local. La solution, plusieurs itérations, des masques d'arrière-plan et j'indique le Noise Exterminator avant le traitement de stretch avec MAS. En réduisant le bruit de notre image, nous allons perceptuellement augmenter l'écart entre le bruit de fond et les signaux de faible intensité. Il est mieux adapté aux nébuleuses, surtout en bande étroite, aux galaxies LRGB, car il étire surtout dans les faibles intensités. Il est moins prédictible qu'un stretch global. Il est plus complexe, un peu comme GHS. Alors, dernière étape de notre présentation, comparaison des différents procédés de stretch et dans quelles circonstances il est préférable d'utiliser un plus que l'autre. Dans le tableau récapitulatif des méthodes, nous voyons ici l'histogramme transformation. En gros, le concept, c'est un stretch qui est global et manuel. Point fort, contrôle précis, flexible. Point faible, global, non adaptatif. Il peut y avoir un clip dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Amplification du bruit. Le type d'objet, souvent utilisé avec les galaxies LRGB. SNR moyen à élevé. Il faut quand même un assez bon SNR de départ pour utiliser le histogramme transformation. Le mask stretch protège les étoiles brillantes. Il sécurise les hautes lumières. Il y a moins de contrôle. Il est plus global. On l'utilise souvent dans les galaxies débutants. Non pas l'astrophotographe débutant, mais galaxie débutant, c'est-à-dire une galaxie qui est quand même une classique, pas une petite galaxie très faible. On comprend que pour utiliser certaines méthodes de stretch et aller chercher des détails, il faut des bonnes données de départ. Passons directement au Statistical Stretch de SETI Astro. C'est un étirement automatique basé sur des statistiques. Il est plus rapide, plus convivial, plus facile d'utilisation. On se casse moins les méninges. Il y a peu de contrôle. Les structures fines peuvent être aplaties. On l'utilise dans les images débutants ou avec des faibles SNR. Parce que, vous allez voir, si on veut utiliser GHS et MAS, une contrainte, c'est qu'il faut un bon SNR de départ. Si on a un faible SNR, ces deux procédés qui sont extrêmement spécialisés auront un moins bon résultat, mais le Statistical Stretch peut nous sauver la situation. Le ArcSyn Stretch, compression douce avec une fonction mathématique plus spécialisée. Il préserve les hautes lumières. Il donne une image qui est lisse. Et les points faibles, c'est une application qui est globale. Les structures faibles sont souvent peu visibles et peu révélées. Il peut être utile comme un pré-stretch doux en LRGB quand le SNR est faible ou moyen. Maintenant, dans le tableau récapitulatif des méthodes, nos deux meilleurs procédés sont le GHS et le MAS. Le GHS fait une compression hyperbolique, contrôle les ombres, midpoint et haute lumière. Il est très précis, préserve bien les couleurs. Il est plus complexe. Il peut y avoir des artefacts si mal utilisés. Il est meilleur dans les galaxies LRGB car nous avons une grande dynamique lumineuse.
Il est bon aussi de l'utiliser dans les nébuleuses modérées. Il nécessite un SNR de départ au moins plus grand que 5. MAS, le dernier cri dans les procédés de PixInsight, c'est un stretch local multi-échelle, adaptatif en fonction de l'environnement local des pixels. Il révèle les structures fines. Il peut y avoir une amplification du bruit. Parfois, on l'utilise avec des masques de fond d'écran, de bruit de fond ou d'arrière-plan. Euh, il peut y avoir des images qui deviennent artificielles s'il est trop poussé. Il est excellent dans les nébuleuses SHO. On l'utilise également, évidemment, en LRGB, mais il demande un SNR un peu plus élevé, souvent plus de 10. Remarquez qu'on peut évaluer le SNR de nos images. SETI Astro, dans les scripts, nous a produit un beau petit procédé qui nous permet d'évaluer le SNR de nos images. Alors, la situation, meilleur choix, les anciennes images chez CD, on s'en tient à l'histogramme transformation. Souvent, nous n'avons pas une dynamique de luminosité ou des contrastes, des structures assez bien établies pour aller avec nos deux meilleurs procédés GHS et MAS. Si vous avez un signal qui est très faible, un signal SNR qui est faible, on utilise le mask stretch, le arcsyn stretch, souvent même le statistical stretch. Mais pour ce qui est de nos deux meilleurs procédés, il faut un SNR assez élevé. Alors, pour les CMOS modernes LRGB avec forte dynamique lumineuse, le meilleur est le GHS, qui travaille beaucoup sur la luminosité, sur la dynamique de nos lumières, ou le statistical stretch, qui est plus automatique, plus facile et convivial. Pour les images narrowband, plusieurs échelles spatiales, le plus spécialisé est le MAS, ou encore le statistical stretch pour faire plus court, plus direct, plus spontané. Mais si vous maîtrisez bien GHS et MAS, c'est avec ces deux procédés que vous allez obtenir le meilleur résultat pour vos images. Alors, dans les images haute dynamique, avec un bon SNR de départ, le stretch adaptatif est fortement recommandé. Le GHS est excellent pour faire révéler les signaux lumineux et le MAS permet une amplification perceptuelle des contrastes. PixInsight 2026, le monde moderne. Aujourd'hui, nos appareils modernes ont une énorme dynamique. La plupart vont avoir vont avoir 16 bits réels. Bruit de lecture très faible. Grande profondeur d'intégration possible. Il est capable d'accumuler beaucoup de signal, nos caméras modernes, énormément d'informations dans l'histogramme. Alors, un stretch adaptatif peut aller chercher notre information localement sans détruire le reste de l'image. Un stretch global ne fait pas de distinction selon l'échelle de nos images. Récapitulons pour les images narrowband par rapport aux images LRGB Galaxy. La nature du signal dans une image en bande étroite est souvent des gaz diffus étendus. L'information astrophysique, ce sont des structures spatiales. La dynamique globale, les niveaux de luminosité sont faibles à modérés. Le type de défi, c'est de rendre visible le signal faible et le stretch optimal est le MAS. Pour ce qui est des galaxies, des images LRGB, alors c'est une source lumineuse à forte dynamique. L'information astrophysique, c'est la dynamique lumineuse, l'équilibrage photométrique. La dynamique globale, les niveaux de luminosité sont très élevés. Un HDR qui est naturel, très prononcé. Le type de défi, c'est d'équilibrer les intensités lumineuses. GHS est notre plus adapté à ce type de situation. Voyons l'œil humain. La vision humaine ne perçoit pas la luminosité de façon proportionnelle, linéaire à l'intensité physique de la lumière. Nous n'avons pas un processus visuel qui est linéaire. Le processus visuel répond approximativement au logarithme de l'intensité lumineuse. Nous avons donc une vision qui est logarithmique. Autrement dit, notre perception dépend surtout du rapport entre les intensités et non de leur différence absolue. Cette propriété permet au système visuel de gérer une dynamique énorme de luminosité. Comme dans la nature,
Le ciel nocturne a une valeur de 10 à moins 6 lux. Et en plein soleil, nous avons 10 à la plus 5 lux. Nous avons une dynamique qui dépasse plus de 10 milliards. Un système linéaire serait incapable de gérer cette situation. La réponse logarithmique agit comme une compression dynamique naturelle. PixInsight fait quoi? Le traitement d'image sert donc à transformer les données linéaires du capteur de notre caméra pour qu'elles ressemblent à ce que notre cerveau peut percevoir. Le cerveau humain détecte beaucoup mieux les contrastes locaux, des contours, des gradients venant des variations locales de luminosité que des luminosités absolues. On obtient alors des structures invisibles qui deviennent visibles. Le cerveau interprète ces variations comme des détails physiques. C'est ce qu'on appelle une structure émergente perceptuelle. L'effet 3D. Le stretch donne des images qui semblent beaucoup plus détaillées et plus riches visuellement que la réalité des données. Quand le contraste local est renforcé, le cerveau détecte plus de transitions. Il interprète cela comme plus de structure. L'image paraît alors plus détaillée et plus riche en signal. Notre cerveau perçoit les gradients de luminance comme des indices de profondeur, ce qui donne un aspect tridimensionnel. Alors, le cerveau et l'œil humain, avec ses fonctions logarithmiques et ses distinctions de contraste local, donne une perception d'un relief à 3 dimensions. L'arrière-plan dans nos images. Dans une image linéaire, le fond du ciel est très sombre. Les variations ne sont pas visibles. Quand on applique un stretch, surtout avec MAS et GHS, on amplifie énormément les basses lumières. On fait une distinction des contrastes à ce niveau. Donc, les petites fluctuations deviennent visibles. Le cerveau les interprète comme une texture. Un fond de ciel parfaitement uniforme et trop sombre peut parfois sembler moins naturel, artificiel, même plastique. Le travail de l'arrière-plan est un détail déterminant dans le traitement de nos images. Donc, le stretch est la perception de l'œil humain. Alors, dans ce tableau, dans les critères, passons directement à Statistical Stretch ou Mask Stretch. Le type d'image, c'est un peu toutes les images avec des signaux, bon, je dis quasi invisibles, en fait, avec un signal faible. Le point de départ de l'image non stretchée qui n'a pas eu l'application du STF, on voit quasiment rien. En fait, pourquoi on utilise le statistical ou le mask stretch dans ces situations? C'est que le signal bruit est insuffisant pour avoir des bons résultats avec MAS et GHS. Alors, quand le signal est quasi invisible, le masque et le statistical stretch peut être utilisé. Il donne quand même des bons résultats. Alors, comparons MAS et GHS. Dans le type d'image, MAS a son meilleur dans les images des nébuleuses en bande étroite. GHS dans les images à forte dynamique lumineuse comme LRGB, les galaxies. Le but principal ici, c'est d'augmenter, booster, j'aurais dû mettre entre guillemets, la structure spatiale, faire ressortir le signal diffus. L'effet sur la perception visuelle, c'est d'augmenter la visibilité des structures, le SNR perçu. La perception humaine est sensible aux structures cohérentes. MAS accentue le détail. Les points critiques, que ce soit dans n'importe lequel des stretches, c'est de cesser le stretch si l'œil admire davantage le traitement plutôt que l'objet. Dans le GHS, le but principal de GHS, c'est d'équilibrer la dynamique lumineuse, protéger les noyaux brillants. Il reproduit la luminosité naturelle photométrique de l'œil humain. La perception humaine, c'est que nous avons une vision logarithmique. GHS reproduit la luminosité réelle. Alors, il faut savoir que dans tous les stretches que l'on applique, on cesse le stretch si l'œil admire plus le traitement que l'objet lui-même. La règle d'or pour MAS, les formes, les détails. Pour GHS, la dynamique des luminosités. Maintenant, nous avons parlé de concepts qui sont théoriques, qui sont académiques. Dans la pratique,
on peut utiliser MAS pour toutes sortes d'images, tout comme on peut utiliser GHS pour toutes sortes d'images. Mais dans la présentation actuelle, je voulais décortiquer qu'est-ce que font exactement sous le capot MAS et GHS pour savoir exactement quelles sont les images les plus appropriées à utiliser, quels sont les procédés les plus appropriés à utiliser en fonction du type d'image que nous avons. Mais le plus souvent, ce qui est grandement recommandé, c'est une combinaison GHS-MAS et de ne jamais appliquer d'emblée une méthode en une séance, de le faire plutôt en plusieurs petites étapes. Alors, dans les images LRGB, on peut commencer avec GHS. Il protège les hautes lumières, noyaux d'étoiles, zones brillantes. Il fait un équilibre de la dynamique globale de notre image, la dynamique des luminosités, préserve un rendu photométrique qui est naturel. Ensuite, on amène notre image dans MAS pour augmenter les contrastes, faire ressortir les détails fins, les nébuleuses, les bras spiraux, pour égaliser le fond et l'arrière-plan avant la combinaison. Alors, ici, il faut faire attention. Si GHS a été appliqué fortement, d'emblée, MAS ne va rien nous révéler. Parce que si d'emblée, nous avons appliqué fortement GHS et que l'image de faible intensité, qui est tout près de l'arrière-plan en intensité, va être brûlée dès la première étape. MAS ne pourra pas augmenter les contrastes d'images brûlées. Dans les images à bande étroite, même chose. Parfois, on peut même commencer avec GHS très faiblement, juste pour délinéariser notre image. Ensuite, MAS fait la majorité du travail. Il va amplifier les structures fines, les signaux faibles comme les petits filaments, les luminosités, les nébulosités. Il améliore le SNR perçu. On peut retourner à GHS, refaire un traitement pour avoir un rendu global qui est plus photométrique et compresser un peu et davantage les hautes lumières. On fait un mélange des deux. Alors, je me suis amusé juste pour me faire un graphique final dans ChatGPT. J'ai entré les critères MAS versus GHS, un guide rapide du stretch, avec aussi mon mask stretch. En fait, j'aurais pu mettre aussi le statistical stretch. Alors, dans les images des nébuleuses, narrowband, signal diffus, structure, filament, détail faible, MAS est le meilleur. Il va faire un boost des structures spatiales, fait ressortir le signal faible, donne un SNR perçu augmenté. Pour une image qui a une forte dynamique lumineuse, LRGB, galaxie, noyau brillant, dynamique élevée, couleur naturelle, GHS, il aide à faire un équilibre de la dynamique des luminosités, protège les noyaux, donne une luminosité qui est plus naturelle. Évidemment, une combinaison des deux procédés donne un meilleur résultat. Si vous avez d'entrée de jeu un signal faible, alors GHS, MAS, moins efficace parce qu'il travaille tellement dans le détail de nos images qu'il faut une bonne image de départ. Alors ici, signal quasi invisible sur notre image avant le stretch, très faible contraste, bruit présent, mass stretch, statistical stretch aussi, je dirais. Il met en valeur le signal sans amplifier le bruit. Alors, MAS travaille sur les structures et les détails, GHS travaille sur la luminosité et souvent sur la finition. Mais la règle d'or, le point critique, c'est d'arrêter le stretch quand tu admires plus le traitement et non pas l'objet. Pour terminer, c'est juste une petite image qui montre ici, avec les années en astrophotographie. J'ai commencé environ en 1995, pendant une décennie avec du film. On utilisait beaucoup le Elite Chrome, un film diapo qu'on pouvait ensuite scanner avec un scanner dans nos ordinateurs et travailler avec Photoshop. Alors, ensuite de ça, la décennie suivante, de 2006 à 2016, j'ai travaillé beaucoup avec les DSLR. Alors, au début, dans ces procédés, on se sent débutant. On devient vite un king parce que les méthodes ne sont pas aussi élaborées. Mais après 10 ans sur les films, on se sentait devenir un dinosaure. Fait qu'on a utilisé la DSLR
Pour être moderne, une dizaine d'années, débutant, king, dinosaure. Quand tu continues avec la DSLR, on se sent dinosaure parce qu'on sait que les gens utilisent des caméras adaptées à l'astrophotographie. Alors, depuis 2017 à 2026, je fais l'astrophotographie à l'aide de caméras adaptées, mais on se sent jamais un king. On se sent beaucoup mettons, chevronné avec de l'expérience. On n'est pas encore des dinosaures. Parce que pourquoi on se sent jamais un king? C'est qu'il y a toujours plus à apprendre. Il y a aussi également des procédés nouveaux qui entrent en ligne, qui viennent prendre la place des autres. On doit les réétudier. Mais peut-être que mon image est un peu trop intense, mais c'est pour amuser la galerie. Parce qu'en réalité, on peut devenir à l'aise avec ces procédés, mais il faut les étudier assez longuement. Je voulais juste parler un peu des références. Alors, dans la documentation PixInsight de référence, j'aimais bien pour le GHS toute la documentation de Mike Cranfield, qui est l'auteur du procédé. Les étirements adaptatifs multi-échelles MAS dans PixInsight, vous avez Keisler qui explique énormément comment fonctionne Multiscale Adaptive Stretch. Pour l'apprentissage des procédés, Christian Pro, notre collègue québécois, a un super site YouTube. Je l'ai regardé de fond en comble, surtout dans les débuts, parce que Christian explique clairement l'utilisation des procédés et des scripts par des tutoriaux qui sont vraiment bien faits. Adam Block Studios. Adam Block, c'est vrai qu'il discute beaucoup, mais il explique énormément. Puis Adam Block Studios, vous allez avoir, c'est un site payant. Je l'ai étudié de fond en comble. Je vous dirais, il y a plus de 500 vidéos de 20, 30, 40, 50 minutes. Vous en avez pour un an à passer à travers toutes ces vidéos-là quand vous étudiez 2, 3 heures par soir, 3, 4 soirs par semaine. Mais une fois que vous avez passé au travers, c'est qu'il faut recommencer, recommencer certaines sections en tout cas. Mais c'est excellent. Vous avez la documentation même de PixInsight. SETI Astro explique très bien ses scripts à lui. Vous avez d'autres ici références que je cite, dont des forums de discussion, d'autres situations. ChatGPT. ChatGPT, il faut faire attention avec ChatGPT, mais quand vous avez une question précise sur un sujet que vous connaissez déjà, ChatGPT peut vous aider énormément. Parce que parfois, tu prends un script ou un processus que tu t'es familiarisé avec, que tu n'as pas utilisé depuis 1, 2 mois, des fois 3 mois. Au Québec, on n'a pas une météo fantastique pour l'astrophotographie. Alors, parfois, tu as oublié un curseur, comment l'utiliser. Tu vas spécifiquement dans ChatGPT, tu lui demandes l'utilisation dans ce procédé du curseur X et il t'explique vraiment. Et évidemment, quand tu en as déjà une connaissance préalable, c'est un outil extraordinaire. Alors, je vous remercie pour votre attention.